Nous sommes en direct du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, et nous accueillons l'un des précurseurs de cette lutte pour que vive le Made in France, ancien ministre de l'économie. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Arnaud Montebourg. Je tiens à rappeler ici solennellement que de tous les hommes politiques que la République a engendrés, vous êtes celui qui vous êtes le plus engagé, j'allais dire de façon audacieuse, voire téméraire, pour défendre ces valeurs du produire en France. Déjà au gouvernement, je rappelle deux mots, remontada et redressement. Remontada, c'est votre formule, redressement, c'est votre titre de ministre des Finances, l'économie et des Finances. Il est là le redressement. Vous l'avez sous les yeux et vous avez participé à cette remontada économique et à ce redressement, j'allais dire culturel et social. Quelle merveille que ce salon du Made in France. Vous ne pouvez qu'être heureux, on est d'accord. Ce sont 4 jours de plaisir, d'abord à vendre nos propres produits et puis aussi à rendre visite à tous ces entrepreneurs et ces consommateurs qui soutiennent la France dans cette renaissance. J'observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'inventivité, de créativité et de succès. Les entreprises, moi je les ai vues toutes petites, 1083 et un grand nombre d'entre elles. Et aujourd'hui, ce sont des grosses entreprises. Elles se sont bien développées, elles sont soutenues par le public et elles ont des projets très ambitieux qu'elles arrivent à financer. C'est un peu comme nous avec la Compagnie des Amandes. On a relocalisé il y a quelques années une filière qui avait disparu dans l'agriculture française alors qu'on consomme quand même pas loin de 5. L'année dernière, c'était 49 000 tonnes d'amandes. C'est quand même presque un demi-milliard d'euros de marché. C'est pas une culture, un produit anecdotique qui est évidemment dans la vie quotidienne des Français à travers le snacking sain, vous voyez, oméga 3, mais aussi dans la pâtisserie industrielle, dans la chocolaterie, bref. Et donc ce produit, cette plante avait disparu. On a décidé de la relocaliser. On a levé quand même 17 millions auprès d'entrepreneurs qui eux-mêmes croient dans la France. On n'a pas eu les fonds. On a eu du mal à avoir les banques. Mais on a trouvé des gens qui croyaient dans ce pays. Ça, c'est du réel. C'est très important. Je disais à Arnaud Montebourg en préambule de cette émission que si on avait dit il y a 60 ans, en 1965, au général de Gaulle, il y aura un jour un salon du Made in France, il aurait dit, mais vous divaguez. Comment en est-on arrivé au fait que l'on doit aujourd'hui consacrer ce fleuron de l'économie française en faisant un salon comme si nous étions les derniers des Mohicans? Qui a abîmé l'économie française au point que le Made in France doit faire l'objet d'un salon et d'une consécration? C'est une décision, c'est une série de décisions politiques dans les années 80, 90, 2000 qui ont conduit à abaisser les droits de douane sur le plan mondial. Ça s'appelle la mondialisation. Elle n'est pas tombée du ciel, elle a été prise en décision politique multilatérale. Et le fer de lance de la mondialisation, ce n'était pas les Américains qui, eux, étaient déjà très protectionnistes, qui ont toujours été dans l'histoire. Ils sont redevenus, là, aujourd'hui. Ils le sont encore aujourd'hui d'une façon encore plus agressive. C'était les Européens. C'est eux qui ont théorisé la mondialisation et ils l'ont fait déjà à l'intérieur de l'Europe. Ils se sont dit, ce qu'on a fait à l'intérieur de l'Europe avec l'acte unique en 86, on va le faire avec le reste du monde. C'est-à-dire la fin de la préférence communautaire. C'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand Pascal Lamy était aux commandes? C'est lui qui était c'était en fait l'archidiacre de Jacques Delors, issu de la gauche. Sorte. Oui. Jacques Delors aussi. La gauche. Ce qu'on appelle le socialisme à l'époque. Exactement. Enfin, la droite n'est pas revenue sur ces décisions. Non plus, elle avait participé. Et oui. Et donc, en fait, c'est lui qui a ouvert à la Chine en 2001 le marché mondial sans aucune contrepartie. Ils auraient pu dire, écoutez, vous êtes 1,5 milliard de consommateurs. Vous allez donc devoir, c'est vrai, on va ouvrir peu à peu nos marchés, mais en contrepartie, vous allez développer les niveaux de salaire, développer une protection sociale chez vous, pour que la concurrence soit à peu près équilibrée. Elle ne l'a jamais été. Qui a cru à ça? Qui a cru à ce discours? Lui. Et puis tous les dirigeants de l'époque, ils se sont dit, oui, mais les Chinois sont pauvres, qu'on les aide, les pauvres. Notre sujet n'était pas celui-là. Le sujet, c'était comment on maintient des équilibres économiques pour qu'on puisse en quelque sorte continuer à partager en quelque sorte d'une façon, j'allais dire, raisonnable les marchés. Et aujourd'hui, grâce à Christophe Castaner qui a été ministre de l'Intérieur de M. Emmanuel Macron, on a Chine au bazar de l'Hôtel de Ville. C'est ça la mondialisation heureuse? Là, je sens que vous vous fâchez. Je vais rester extrêmement, rassurez-moi, modéré. Moi, je suis pour qu'on bloque les Chinois sur les véhicules électriques. C'est pas possible.
comme sur... Bataille perdue, vous dites bataille perdue. Non, je suis pour qu'on les bloque, parce que bataille gagnable. Bataille gagnable. Bataille gagnable. Sur l'affaire... Les panneaux photovoltaïques. Moi, je m'étais battu il y a 10 ans. On a refusé de le faire. Conséquence, on a détruit. J'ai vu tomber l'industrie française, allemande, italienne, espagnole, sur les panneaux photovoltaïques, parce qu'on a refusé de se protéger. Cette leçon n'a pas été tirée. Et là... on pourrait parfaitement décider ce qu'on faisait avec les véhicules japonais, ce qu'on a fait un temps avec les véhicules coréens, c'est leur mettre des quotas d'importation limités. Vous ne pouvez pas importer plus de 1% du marché. Bon, bah voilà, c'est réglé. Ça s'appelle une protection, il n'y a pas de honte. Ça s'appelle la défense de nos intérêts. Je rappelle que nous ne pouvons pas, nous, exporter comme on veut aux États-Unis et en Chine. Je rappelle qu'ils appliquent par préférence leurs lois à nos produits. Mais nous devrions être absolument des apôtres du laisser-faire et fermer les yeux sur tous leurs abus, leurs excès, et nous devons appliquer nos lois. Donc, je suis pour qu'on bloque Shein et qu'on apprenne aux Français quand même, j'allais dire, la consommation durable, responsable et équilibrée. Parce que à chaque fois qu'on fait un chèque depuis 10 ans, 15 ans, de 30 milliards chaque année à la Chine. 30 milliards. Donc, ces 30 milliards de consommation par les Français, c'est un chèque aux Chinois que les Français n'ont pas. Les entrepreneurs français, les entreprises françaises, donc c'est des cotisations en moins, donc c'est des impôts en moins, donc c'est des services publics qui ne sont pas financés, donc c'est de la protection sociale qu'on ne peut pas financer, c'est de la dette. Parce que comme on doit maintenir la protection sociale, ben on va chercher la dette pour financer ce qu'on ne peut plus financer par notre propre activité. Donc nous avons un modèle de protection sociale de pays riches et une activité économique de pays pauvres. D'ailleurs, je vais vous dire un truc vis-à-vis de la Chine. Moi, je pense qu'en contrepartie du droit d'importer un quota de véhicules sur le sol européen, particulièrement français, il faut leur imposer des transferts de technologie. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont avancé sur les technologies et nous, on n'en a plus. Même chose sur le numérique américain. C'est-à-dire que avant, c'était nous à qui on demandait, quand on allait exporter au Brésil, dans les pays émergents, des transferts de technologie. Ben maintenant, c'est à nous de le demander puisqu'on est en train de s'appauvrir. Alors, je vois votre effigie sur une affiche mode. En face du BHV, vous avez participé à la promotion d'une boutique qui s'appelle l'Appartement Français et vous avez détourné l'affiche qui a fait polémique. Charles Huet est juste là avec cette affiche. Il va venir avec Perico pour la montrer aux auditeurs qui nous regardent. Vous avez détourné cette affiche où on voyait le patron du BHV et le patron de Shein. Voilà, et on vous voit sur cette affiche avec une poule, un coq. Un coq, c'est un coq. Je vous laisse peut-être décrire ce qu'on voit sur cette affiche, Arnaud Montebourg, et pourquoi vous avez participé à cette, symbolique. Cette publicité. Madame Auvray, qui a créé l'appartement français dans la rue du Made in France, a décidé de prendre en location, en face du BHV, une boutique assez large avec tous les produits français. Oui. Et elle m'a dit, moi j'en ai assez de Shein qui est inadmissible, donc défendons nos valeurs. Ils avaient fait une affiche avec le patron du BHV, le dirigeant de Shein chinois et un Shou Shou au milieu. Ouais, le Shou Shou, c'est le chien chinois. Très bien, ben nous on a le coq de Bresse. Regardez comme il est beau. Alors, très bien fait. Je suis allé là. C'est pas vous le coq de Bresse si vous l'avez été à un moment donné. Ah non, moi j'étais député de la Bresse pendant président du Conseil général. Président du département de Saône-et-Loire. Mais ça c'était il y a longtemps. C'était avant que je ne sois le curé défroqué qui a quitté l'église de la politique. Vous voyez. Alors là, on a décidé, et j'ai accepté sa demande, de prendre l'anti-Shein, qui est en face du BHV, l'appartement français. On trouve des produits français de bon marché, intéressants. D'ailleurs, on va vendre notre miel, du coup, bleu, blanc, rouge, et nos amandes. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très photogénique, je me souviens de vous avec une marinière. Elle en est où, la marinière? Ah, vous savez, il y a des gens dans le métro qui me disent, mais monsieur Montebourg, elle est où, votre marinière? J'ai dit, elle est dans la tête, monsieur, madame, elle est dans la tête. Et dans le cœur. Et voilà, monsieur Perico Légas. Et ici, me Made in France, c'est dans la tête et dans le cœur que l'on défend. Je vais vous dire, ce salon est en pleine croissance, pleine expansion, et je croise partout, dans toute la France, partout, rurale, urbaine, les banlieues, pas les banlieues, les petites villes, les sous-préfectures, des gens qui parlent de ça, qui réfléchissent et qui sont en train de reprendre en main notre destin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les 10 années à venir pour retrouver, pour que le Made in France soit pas un salon, mais soit l'économie française? C'est pas une kermesse, on est d'accord? Non, c'est une fête.
c'est une fête non, nationale. mais que le Made in France, ce soit l'économie française. L'idée, le concept. Voilà, en majorité puissante. Bon, eh bien, il y a 50 milliards de chiffre d'affaires à relocaliser en France. Pour faire 50 milliards par exemple, prenons un exemple, soyons concrets, c'est des chiffres, tout ça, personne ne comprend bien ce que ça signifie, mais en fait c'est énorme. Aujourd'hui, quand on est opéré de façon chirurgicale, il y a des médicaments alcaloïdes qui calment la douleur et qui endorment. Nous importons chaque année 10 milliards de ces médicaments alcaloïdes. 10 milliards que d'euros. nous produisions autrefois. Ben oui, alors, si aujourd'hui une usine de médicaments, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est 10 usines qui sont parties, qu'on pourrait remettre en France, avec 400 personnes à chaque fois. Donc en vérité, si on relocalise ces médicaments alcaloïdes avec l'aide de la sécurité sociale, eh bien, c'est 4000 salariés, c'est 10 milliards de moins de chèques à faire à l'Inde, la Chine et à tous les façonniers du médicament qui ont délocalisé, et c'est de la richesse pour le territoire. Il faut faire ça pour 50 milliards, c'est quand même pas considérable. Le gouvernement s'arrache la tête aujourd'hui pour faire des économies sur les déficits budgétaires. Mais vous avez des solutions qui sont très pragmatiques et très réelles. Quand vous avez été ministre des Finances, vous avez failli sauver Alstom en le renationalisant. Qui a torpillé cette idée que vous aviez eue, une nationalisation provisoire pour sauver le patrimoine de l'industrie française qui était dilapidé? Alors écoutez, je ne vais pas entrer dans les... Si, vous allez rentrer dans la polémique. Je ne vais pas entrer dans la polémique, je vais juste rester dans les faits. J'ai en effet fait cette proposition de renationalisation parce que je considérais qu'on devait se mettre en face de General Electric. Fleuron parmi les fleurons de l'industrie française. Oui, exactement, et qu'on devait être fort. Parce que Alstom c'est 25 milliards, General Electric c'est 250 milliards. Donc il fallait qu'il y ait l'État du côté d'Alstom pour résister à General Electric, éviter la dévoration. Vous voyez ce que je veux dire, la prédation. La prédation. Bon, j'ai quitté mes fonctions, j'ai été remplacé par mon honorable successeur, devenu président de la République, M. Macron, qui a pris des décisions radicalement opposées aux miennes. C'est sa responsabilité. Je l'ai désapprouvé. Il est au Brésil, il a dit que le Mercosur c'était formidable. Après nous avons eu des pics pendre. Écoutez, je vous laisse le soin de poser des questions à ceux qui sont élus. Oui. Moi, je ne suis qu'un entrepreneur de base maintenant. Hein. Répondez quand même, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis opposé au libre-échange. Voilà, c'est tout. Arnaud Montebourg, vous restez bien avec nous. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment bouger, vous êtes cerné là. Le salon vous écoute. Voilà, vous avez vu. Si vous nous écoutez aussi, 0826 300 300. Et dans un instant, nous réaccueillons Joël Fourny, président de CMA France. À tout de suite. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ici, Sud Radio, le Made in France parle au Made in France. Nous sommes au salon de la résistance française, au salon du redressement national dont Arnaud Montebourg est avec nous, fut le ministre, et nous retrouvons à nouveau Joël Fourny. Joël Fourny, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, j'allais dire un des socles de l'économie française. Est-ce que vous avez senti que la classe politique, à un moment donné, était à vos côtés pour redresser l'artisanat français ? Oui, bien sûr, dans les moments particulièrement difficiles, on a quand même traversé quelques crises successives et on peut dire qu'il y a eu quand même une volonté de soutenir l'économie artisanale au travers de différents dispositifs qui ont permis d'accompagner. Mais c'était aussi le rôle des chambres de métiers que d'être aux côtés, au quotidien auprès des entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire. On a joué un rôle majeur. Et au moment où je vous parle, quand on se pose la question est-ce qu'il faut garder ou pas garder les réseaux consulaires, alors là c'est une réalité. Je vous dis qu'il faut absolument qu'on puisse perdurer dans le système parce qu'on joue un rôle majeur sur le côté accompagnement sur le volet économique et au moment de la création de l'entreprise, au moment du développement de l'entreprise, tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis on joue aussi un rôle majeur sur la formation initiale, notamment au travers des centres de formation que nous gérons au sein du réseau. Arnaud Montebourg, vous avez été ministre de l'économie du réseau national, grand défenseur du grand patrimoine industriel français. L'artisanat est également un des fleurons de l'économie. Est-ce que, pour une économie rayonnante, tout ça est compatible? On peut à la fois défendre la grande industrie française et protéger les artisans? Il faut avoir de tout. Il faut avoir l'économie dite résidentielle, c'est-à-dire où les gens travaillent localement pour les besoins locaux. Et Dieu sait, s'il n'y avait pas le tissu de nos artisans, dans toutes les régions de France, il reste encore des artisans, les services publics, la poste, les gares, tout ça a disparu, mais il reste encore les artisans qui travaillent. Ça crée des emplois, ça crée
des emplois. C'est le premier employeur de France, c'est l'artisanat, 1 million d'employés, si je me trompe, hein, je crois que c'est ça. Donc c'est quand même premier employeur. Alors donc quand on doit, j'allais dire, chérir l'artisan, les aider sur le plan fiscal, économique, juridique, parce que c'est quand même un maquis de règles assez complexe. Les artisans sont généralement des gens qui ont créé leur entreprise de toutes pièces, qui ont été apprentis, ouvriers, puis qui deviennent leurs propres patrons. Donc tout ça sont des parcours extraordinaires, estimables et avec des réussites phénoménales. Est-ce que l'enjeu de la formation professionnelle, il vous pose aussi à vous la question de Joël Fournier, est-ce que la formation professionnelle au niveau de l'enseignement scolaire, est-ce qu'on a besoin en France, une fois pour toutes, de prendre la décision courageuse politique de réhabiliter l'enseignement professionnel pour fournir à cette filière la main-d'œuvre, les vocations et, j'allais dire, les énergies dont elle a besoin? La formation professionnelle est indispensable, mais évidemment, on a beaucoup défendu l'ADN de l'artisanat par la formation et la voie de formation d'excellence, par la formation de l'alternance, par alternance et l'apprentissage. Évidemment, quand on voit qu'il y a 150 000 emplois non pourvus par rapport aux besoins dans le secteur et la filière artisanale, il faut absolument continuer à former. Et je peux vous dire qu'il y a un engagement très fort, une volonté très forte depuis notamment 2018, la réforme Choisir son avenir professionnel, de s'engager encore davantage, et les entreprises artisanales s'engagent vraiment à former les jeunes. C'est un ensemble d'une chaîne dont, notamment pour qu'un donneur d'ordre puisse concevoir, je dirais, un équipement de haute dimension, ça veut dire que derrière, vous avez aussi pléthore d'entreprises artisanales qui vont jouer un rôle majeur. Moi, je fais partie de ce secteur industriel, de la sous-traitance industrielle. Je suis réalisateur de moules et d'outillage pour l'obtention de certaines pièces pour l'aéronautique. Je peux vous dire que si nous, on arrête nos activités, ça veut dire qu'un avion ne décollera peut-être plus de chez Airbus. Donc, vous voyez, c'est de l'industrie de pointe qui est complémentaire aux activités industrielles, et c'est toute une chaîne de fabrication qui est nécessaire. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes tailles d'entreprise, on n'a pas les mêmes conceptions, mais en tout cas, on voit bien que l'industrie en France a besoin de son artisanat, et en fait, c'est un lien aussi direct avec l'économie agricole. Arnaud Montebourg, Serge Papin, ancien patron de Système U, vous le connaissez bien. Il a déjà eu des responsabilités pour les 5% de TVA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un homme tel que lui peut participer, il est ministre du Commerce, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ou il faut repenser la totalité du système? Ou est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les petits pas de tous les jours, il y a les signaux envoyés. C'est très important d'avoir des gouvernants qui se préoccupent. Vous avez confiance en lui? Je pense que c'est à titre personnel, oui. J'apprécie cet homme. Je l'ai constaté dans ses anciennes fonctions quand il dirigeait Système U, parce que Système U a une vision quand même des filières agricoles et industrielles territoriales, y compris, oui, bien sûr, très positives, et donc ils les entretiennent, c'est très important. Donc pour moi, Serge Papin m'inspire confiance, et je l'encourage à accentuer encore son niveau d'exigence, comme il a déjà exprimé en très peu de temps depuis qu'il est arrivé. Alors nous sommes au salon du Made in France, nous savons que l'artisanat français, le commerce de proximité qui est lié à l'artisanat, aujourd'hui est victime de la grande distribution sauvage, barbare. Je pense qu'on ne se passera pas de la grande distribution. Est-ce qu'il est moyen dans ce pays d'avoir une décision politique qui régule le marché, qui laisse à la grande distribution sa part de responsabilité, sans pour autant asphyxier et étrangler le petit commerce et l'artisanat? On a eu des tentatives. On a eu pendant des années des allers-retours et sur les lois qui se sont succédées pour changer le cadre des relations contractuelles et de négociation entre j'allais dire, la myriade d'entreprises agricoles et industrielles, surtout dans l'agroalimentaire, et les 4 ou 5, maintenant peut-être 3 centrales d'achat. Donc il est évident, quand vous avez une nuée d'un côté et 3 autres pour négocier, vous voyez bien qu'il y a un problème d'équilibre. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la coopération, l'action commune, la construction de mastodontes de l'agriculture est très important. Je discutais par exemple avec Yoplait, Entremont, qui sont ici au salon du Made in France, et Sodial, c'est une coopérative où C'est qui le patron, qui est une marque équitable. Ce sont des gens qui cherchent à fédérer des petits éleveurs pour défendre en commun leurs intérêts. Ça s'appelle des syndicats.
Bon, des syndicats d'éleveurs, des syndicats de fabricants, de transformateurs. C'est comme ça qu'on y arrivera. Alors je dois dire... Solidarité. Oui, je dois dire que la loi Egalim avait essayé de résoudre le problème. Dans le texte, elle était formidable. Mais pour l'instant, ça marche pas. On en est à la 4e. Ça marche pas. C'est en même temps. Donc, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Arnaud Montebourg, on apprend la disparition de Louis Schweitzer, qui fut un grand patron de Renault. C'est quelqu'un qui a contribué à la grandeur industrielle de la France, ou avait-il, lui, déjà dû subir les aléas? Il a fait de Renault ce qu'elle est devenue. Il a racheté Nissan, ce qui a fait l'alliance. Il a envoyé un certain Carlos Ghosn reprendre Nissan, qu'il a remonté. Et l'alliance Renault-Nissan a été numéro 1 mondial, devant Volkswagen, devant Toyota, en 2014-15. Donc la France qui gagne. Oui, ça existe. Un patron responsable. Il est allé chercher, il a créé et inventé le low cost en Roumanie avec Dacia. Bon, c'est peut-être... En tout cas, il a complété la gamme en disant ce qu'on ne peut pas faire, on peut le faire à côté, on va essayer de le faire comme ça. Et puis surtout, il a mis Renault sur une trajectoire d'innovation, de produits extraordinaires qu'on continue à voir aujourd'hui dans l'ADN de Renault. Il a inventé la Twingo et l'espace. Donc il a inventé finalement les SUV et les toutes petites voitures. Donc en fait, le Twingo revient, vous avez vu. En fait, cet homme a été un visionnaire et je veux lui rendre hommage le jour de sa disparition. Et un serviteur de l'État. Évidemment, car il a été directeur du budget. On manque d'hommes de cette trempe aujourd'hui. Écoutez, on va les trouver. Oui, voilà, il faut aller chercher. Ils existent. Merci messieurs, merci Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes président de CMA France. Merci de nous accueillir et d'être intervenu sur notre plateau en direct du salon du Made in France. Arnaud Montebourg, merci. Arnaud Montebourg, on peut vous trouver sur le salon du Made in France aujourd'hui, demain. Vous pouvez me trouver au stand K40, non pas CAC 40, mais K40. Mais ça viendra. Où nous vendons nos amendes. C'est une entreprise qui a passé le million du chiffre d'affaires. Bravo. C'est une entreprise qui a replanté les amandiers. C'est le premier verger de France. Nous venons d'ouvrir notre usine à Brignoles dans le Var, qui casse les coques et qui fait la première transformation. Et toujours... Le miel made in France, c'est un voyage à travers les fleurs de France. Bon. Voilà, et c'est moi qui fais le voyage. Arnaud Montebourg, vous n'êtes pas à l'amende, vous êtes aux gloires de la France. Merci d'avoir été là. Sur le stand K40, merci chers auditeurs. 0826 300 300 pour nous appeler. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous serons avec Fabienne Munoz, vice-présidente de CMA France, et Frédéric Salé, bottier dans l'Aveyron. À tout de suite. Émission spéciale La France dans tous ses états avec la CMA, Perico Légas en direct depuis le salon du Made in France. Et nous reprenons ensemble avec Fabienne Munoz, vice-présidente de CMA France, maître artisan dans la coiffure, si je ne m'abuse, et Frédéric Salé, vous êtes bottier dans l'Aveyron et vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, j'ai ramené un petit modèle de chaussure, effectivement. Alors, avant de recevoir nos deux invités, je voudrais rappeler que nos auditeurs peuvent appeler le 0826 300 300. Appelez vite parce que sans ça, on va tout boire et on va tout manger, il ne vous restera rien. Donc, il vous reste encore plus d'1 heure d'émission. Allez, soyez présents avec nous. Cécile Munoz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez avec Joël Fourny donc la Chambre des métiers de l'artisanat. On a bien compris, c'était le socle de l'activité, j'allais dire le fleuron de ce salon avec les forces françaises de l'industrie également. Et puis voilà, Eric Salé, vous êtes un bottier de l'Aubrac. Alors, bottier de l'Aubrac, c'est l'Aveyron. Vous êtes à Saint-Colme-d'Olt. Olt, c'est le nom occitan du Lot. En fait, on a fait une erreur quand on a mis Lot. C'est Olt, le vrai nom du fleuve. Exactement. Voilà. Et vous êtes bottier. Mais c'est un merveilleux métier, bottier. Il y a une enseigne devant chez vous avec une botte comme il y avait au Moyen-Âge. Oui, exactement. Enfin, on a une plaque avec une chaussure, effectivement, en métal. Elle est là, la chaussure, c'est celle-là? Donc ça, c'est un de nos modèles, un de nos modèles phares. Je sais pas, voilà, avec des cuirs qui viennent de la tannerie qui est à côté de chez nous, à Rodest. Alors, d'où viennent les cuirs à l'origine? C'est les élevages qu'il y a dans la région autour de chez nous. Alors, je posais tout à l'heure la question à monsieur Vave pour les gantiers. Lui, il avait les brebis de la Cône. Est-ce que c'est de la Salers ou de l'Aubrac? Parce que moi, j'aime la côte de bœuf, vous voyez. Alors, est-ce que c'est le même cuir de la côte de bœuf? Donc vous savez très bien, on n'a pas de traçabilité sur les cuirs, donc on peut pas, voilà. Mais oui, effectivement, c'est les cuirs qu'il y a dans notre région. Les draps de laine qui proviennent des brebis, par exemple, qui sont sur le Larzac, les brebis Laconne, et des semelles en gomme recyclée. Voilà, donc on a quelque chose qui est assez éco-responsable. Et là, c'est sont fabriqués à côté de Cholet en coton. Je la sens parce que quand je ferme les yeux, je me sens dans l'Aubrac. Vous voyez, c'est le paysage, je vois les paysages lunaires du côté de l'Aïole par là, avec cette vallée du Lot qui est merveilleuse.
tradition familiale transmise de génération en génération? Pas du tout. Moi, j'ai rentré dans le métier complètement par hasard. Un jour, j'ai été amener une paire de chaussures avec ma maman dans une cordonnerie. J'avais 14 ans et j'ai dit tiens, mais j'ai envie de faire ce métier et j'ai commencé mes études dans la chaussure. Voilà, j'étais très jeune, il y a bientôt 40 ans. Alors, voyez, Madame Munoz, un bottier, vocation immédiate. Il y a toujours la transmission, il peut ne pas y en avoir. Est-ce que c'est aussi ça un des visages de l'artisanat français? On décide, on a un coup de cœur, on a un coup de passion pour un produit et on se lance dans l'activité et on a une réussite formidable. Tout à fait. Je partage complètement votre analyse et donc c'est ça le rôle aussi des chambres de métier, d'accompagner ces savoir-faire parfois uniques aussi dans des et on le voit aujourd'hui plus particulièrement dans cette société qui évolue au niveau des reconversions. Et on aide et on voit, parce qu'aujourd'hui, et la génération d'aujourd'hui aussi cherche un sens à leur vie, un sens dans leur vie professionnelle. Et c'est le rôle à nous des chambres de métier justement d'accompagner ces futurs chefs d'entreprise et de leur donner envie et surtout de les accompagner le mieux possible. Alors il y a une grande tragédie dans l'artisanat français, j'allais dire dans la vie économique française en général, les vocations des jeunes. Alors certains ont compris avec le Covid qu'on pouvait rester à la maison, c'est des cas extrêmes, hein, mais que voilà, on pouvait avoir dans l'assistanat. Et puis en même temps, il y a une génération pleine de ferveur. Bon, je disais tout à l'heure, j'ai interpellé le président Munoz et Arnaud Montebourg, est-ce que la formation professionnelle va redevenir une priorité dans l'éducation nationale? Est-ce que vous sentez quand même qu'on a du mal à faire redémarrer certaines vocations chez les jeunes? Alors moi, je vais vous répondre très clairement. Déjà, il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps qui a posé la question, les Français à qui ils ont confiance. Aujourd'hui, les Français ont confiance à l'artisanat en priorité à hauteur de 84%. Donc c'est déjà bien. Les jeunes, pour répondre à votre question, un jeune sur deux aujourd'hui souhaite rentrer dans l'artisanat. Parce qu'en fait, et on le voit aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sens à sa vie, un sens à sa vie professionnelle, le bien-être au travail aussi, c'est-à-dire je veux travailler comme j'ai envie de travailler. Et aujourd'hui, on voit, c'est un changement, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et on voit aujourd'hui les chiffres. Moi, je suis en région Aura, on voit le taux. D'où le nom de votre organisme, Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Vous faites bien la précision parce qu'il n'y a pas d'artisanat sans métier et il n'y a pas de vrai métier sans un artisanat qui l'accompagne culturellement, j'allais dire. Tout à fait. Et c'est ça notre rôle à nous, des chambres de métiers, c'est d'accompagner et surtout là où je voudrais appuyer, c'est sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent la qualité. La qualité. Et pour avoir la qualité, il faut que nos chefs d'entreprise soient formés. Et ça, c'est d'une extrême importance. Et on s'entend. Et puis en même temps, d'accompagner, parce que nous, les chambres de métiers, on suit l'artisan. C'est la maison des artisans. Hein, c'est-à-dire, on les forme. On forme aussi les gens qui se reconvertissent. Comment convaincre le consommateur? Cette chaussure est certainement plus chère que ce qu'elle pourra trouver chez Bata ou autre. Lui faire comprendre qu'elle est moins chère parce qu'elle va durer plus longtemps. Et qu'au final, dans le budget, ils auront dépensé moins d'argent en achetant cette chaussure qu'en achetant une chaussure qu'ils vont devoir jeter à la fin de l'année. Alors nous, ce que nous faisons, les chambres de métiers, pour valoriser tout ça, nous mettons en place des salons des métiers. Et pour aussi amener aussi l'orientation et mettre les jeunes au travail dans le gestuel du métier et de faire voir justement, de mettre en valeur. Il y a tout le volet des métiers d'art aussi, les métiers d'art. Ce sont des personnes qui ont des dons, qui utilisent, mais nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour justement les valoriser et les mettre en place dans leur Éric secteur. Salé, il faut combien de temps pour... J'aime pas le mot fabriquer parce qu'on dirait qu'il y a une machine dans une usine. C'est la fabrication. Pour élaborer cette œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, il faut combien de temps du début à la fin? Nous, on est artisans, hein, on va faire tout à la main. Ça, c'est tout à la main. Hein, oui. On va mettre plusieurs jours pour fabriquer la paire de chaussures parce qu'on a des étapes de fabrication qu'on va bien respecter. Après, si on regroupe toutes ces étapes-là, ça va de 8, 10, 12 heures en fonction des modèles, hein, jusqu'à 14 ou 20 heures sur des modèles très compliqués. Le prix de nos chaussures, entre 300 et 700, 800 euros, reste quand même sur des tarifs de la chaussure haut de gamme fabriquée en France. On n'est pas du tout dans le luxe avec des chaussures à 10 000 euros, hein, mais on est quand même sur des chaussures de qualité. Pourquoi c'est si cher? Le matériau? Voilà. Donc les matériaux de premier choix, on a vraiment que des cuirs de premier choix. Qu'est-ce que j'ai sur la semelle là par exemple? Des semelles en matière recyclée ou des semelles en cuir ou des semelles en gomme très, très solides. Des fabrications cousues qui vont prendre un peu plus de temps et des lacets fabriqués en France que je vais payer forcément beaucoup plus cher que si je les achetais dans des pays qui viennent
qui arriveraient en paquebot, hein, mais voilà, plein de choses comme ça qui vont nous donner effectivement un coût. Et puis la fabrication à la main qui est forcément un peu plus longue que de l'industriel. Vous n'étiez pas du métier. Donc moi, vous avez appris comment? J'ai appris mon métier. Qui vous a appris? J'ai appris mon métier à l'école à Romans, puisque j'ai commencé. À Romans, dans la Drôme. Voilà, à Romans. Donc il y a encore des capitales emblématiques de certains produits artisanaux. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises de la chaussure qui ont d'ailleurs toutes fermé, hein, puisque des marques françaises qui fabriquaient en France de la chaussure de confection. Et ensuite, du coup, j'ai intégré le milieu de l'orthopédie, le milieu du médical, où là, j'ai appris à faire du sur-mesure. Donc aujourd'hui, on a des distributeurs et on fait de la pointure standard en distribution classique, mais on est capable aussi de faire de la chaussure adaptée, de la chaussure sur mesure dans notre atelier. Madame Munoz, comment se porte la chaussure française artisanale aujourd'hui? La chaussure, alors pour le coup, j'habite en face de Romans, donc je connais bien ce que monsieur dit. Écoutez, la chaussure française se porte comme tous les autres secteurs. C'est un symbole. Tout à fait. Et c'est un peu compliqué quand même par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport aux charges qui sont quand même importantes pour les artisans. Sur l'Europe, le secteur de la chaussure et le secteur du cuir en général, on vient d'apprendre là la fermeture de nos tanneries à Millau, quoi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est compliqué. Les Italiens ont su préserver leur artisanat. Les Italiens fabriquent, beaucoup d'Italiens fabriquent même plus en Italie, fabriquent en Albanie, dans les pays limitrophes. Eux aussi. Le coût d'une chaussure, 80% du prix d'une chaussure, c'est de la main d'œuvre. À partir du moment où la main d'œuvre coûte cher dans le pays, on délocalise. Donc nous, nos chaussures en France, elles viennent du Portugal. Elles viennent de pays d'Europe de l'Est ou de pays plus lointains. Mais voilà, si on veut garder ce savoir-faire et cette qualité de fabrication, il va falloir former, il va falloir continuer à garder les petites entreprises comme nous qui sont un gage de qualité. Nous, on est entreprise du patrimoine vivant, EPV, par notre savoir-faire, quoi. Pour autant, il y a la relève? Oui. Il y a la relève, mais n'oublions pas qu'il y a eu 68 000 entreprises qui ont fermé en 2024. Donc c'est notre rôle à nous, Chambre de métier, d'accompagner ces artisans. Ça, c'est vraiment notre rôle important au niveau de l'artisanat. La casse est plus forte dans l'artisanat que dans le reste, dans l'écononie, ou non? C'est-à-dire que nous avons beaucoup, quand on voit les chiffres, des gens qui travaillent seuls, des gens qui viennent très souvent nous voir à la Chambre de métier. C'est souvent trop tard. On dit souvent qu'on est là pour les accompagner, mais quand malheureusement ils viennent, c'est trop tard. Mais c'est pour ça que nous, notre rôle à nous, c'est on travaille beaucoup aussi avec les territoires. Parce qu'avec les territoires, on accompagne les EPCI, les mairies, pour les aider à choisir le bon profil. Vous voulez dire qu'il y a des départements, des régions, certaines qui s'impliquent dans le développement de votre activité économique? Tout à fait. Les chambres de métiers, on a des conventions avec les EPCI et les mairies pour développer l'économie de proximité. C'est important de choisir le bon profil aussi, qui soit adapté à la commune. Et après, on suit aussi le chef d'entreprise. Nous mettons ça en place, oui. Merci à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de Sud Radio. On sent que vous êtes aussi habité par une sacrée passion et beaucoup de courage. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On n'est pas inquiet parce qu'une chaussure comme ça, elle permet d'aller très loin dans l'histoire de France. Merci beaucoup. Fabienne Munoz, merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de CMA France. Frédéric Salé, vous êtes bottier dans l'Aveyron. On vous trouve où sur le salon du Made in France? On nous trouve sur le stand, sur le pôle Aveyron. Aveyron. Fabrique en Aveyron. Voilà. Très bien. Mais écoutez, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont au salon du Made in France, rendez-vous chez Frédéric Salé. Et puis nous, on continue toujours en direct du salon du Made in France avec Gilles Attaf dans un instant, président de la certification Origine France Garantie. Et puis Annabelle Reynaud qui nous parlera des mômes, des dômes. On va parler habits pour enfants. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. On continue et on est ensemble jusqu'à 14h. Nous accueillons Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie, et Annabelle Reynaud, co-gérante au môme des dômes. Bonjour. 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 Une artisane et puis, j'allais dire, quelqu'un qui est à l'origine de cette nouvelle énergie qui a été engendrée par Yves Gégaud en complicité avec Arnaud Montebourg, qui était Origine France Garantie, qui est le label de l'authenticité française. Et là, aujourd'hui, votre démarche, elle porte le nom de Force française de l'industrie. On fait allusion bien aux forces françaises libres, c'est-à-dire à ce sursaut national quand on était dans le danger, et il y a un sursaut des industriels qui se fédèrent autour de vous. Oui, exactement. Moi, j'ai voulu fonder les forces françaises. J'ai cofondé avec Laurent Moisson les forces françaises de l'industrie il y a les FFI, 6 ans, les FFI, avec un objectif, c'est de rassembler tout le monde autour d'une noble cause qu'est la réindustrialisation des territoires. En fait, le sujet, c'est qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour ce choix de société, cette cause nationale qui est de reproduire dans nos territoires. Et quel meilleur acronyme que les FFI qui avaient rassemblé tout le monde pour libérer la France. Nous, l'objectif, c'est de rassembler tout le monde pour réindustrialiser notre pays, parce que tous les maux aujourd'hui
de notre société sont liées à la désindustrialisation et cette diagonale du vide qu'on voit dans nos régions. Alors on peut étendre le concept GILATAF, FFI, on peut faire Force française de l'alimentation, de l'agriculture. Exactement. Voilà, il faudra fédérer tous les gens qui sont fédérer pour se battre ensemble. Combien d'adhérents sur le salon aujourd'hui? Alors Origine France Garantie, donc là pour le coup est une association qui porte la certification Origine France Garantie. Avec un très beau label, hein, bleu, blanc, rouge, c'est très clair à reconnaître. Un beau label qui a été créé par Yves Gégaud en 2011 sur une mission de Sarkozy. En fait, la certification donne la traçabilité réelle d'un produit puisque le Made in France est en déclaratif, donc pas très exigeant. Nous, on a voulu donner un niveau d'exigence élevé avec une certification, avec 2 critères qui sont très clairs. À minima, 50% du prix de revient unitaire sorti d'usine doit avoir été acquis sur le territoire français. Et le deuxième critère, c'est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. En gros, on commence la fabrication, on la termine sur le territoire français. Pour le consommateur puisse faire ses choix et ses achats en toute transparence, s'il a envie de participer au modèle social français, quand il vote avec sa carte bleue, avec un produit Origine France Garantie, il est sûr que derrière, il y a des impôts, il y a des emplois et il y a des territoires. C'est un symbole patriotique, mais il est efficace, il est réel, ça marche et les gens y viennent. Les gens viennent et on a fait un sondage récemment, 83% des Français sont rassurés par le logo Origine France Garantie que je porte fièrement sur ma veste aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir un peu de la traçabilité. Beaucoup utilisent le franco-lavage, c'est-à-dire l'immatériel de la marque France, l'image du bleu, blanc, rouge pour avec vendre des abus, des produits. avec beaucoup d'abus. C'est pas parce qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge que c'est français. C'est pour ça que nous on existe, parce que quand vous avez la certification, vous êtes sûr que c'est fabriqué en France. Alors qu'aujourd'hui, certains utilisent le bleu, blanc, rouge pour vendre des produits qui ne sont pas fabriqués en France. La bonne nouvelle, ça veut dire que ça fait envie le Made in France. Donc il faut qu'on donne envie de nouveau de produire et d'acheter français. Il y a Annabelle Reynaud. Alors, GILATAF, vous avez vu, il est très sérieux, il est habillé en noir. Vous êtes un rayon de soleil sur ce plateau et vous représentez les mômes des dômes. Oui. Les dômes, c'est les monts d'Auvergne. Tout à fait. Avec le Puy de Dôme, toute cette chaîne volcanique merveilleuse qui nous rappelle qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, tout ça était en effusion permanente. Bon, donc vous restez quelqu'un de volcanique. Dans votre énergie. Oui. On vient de Clermont-Ferrand et effectivement, on est attaché à nos volcans qu'on affiche fièrement d'ailleurs sur nos produits. Alors, c'est des vêtements pour enfants. Oui. Alors, j'ai bien compris, ils croissent en même temps que la croissance de l'enfant. Oui, vous n'en avez pas pour moi, pour ma taille, si je prends un petit peu de poids, vous voyez, ça s'étend, ça fait accordéon, c'est ça? On reste sur la gamme enfant pour le moment. Donc concept très moderne. Oui, voilà, des vêtements évolutifs qui grandissent avec les enfants, parce que on le sait tous, les enfants grandissent vite, on doit changer de taille très régulièrement, donc acheter beaucoup de vêtements. Donc notre principe, c'est qu'on garde un pantalon sur 4 à 5 tailles, les tailles standards. Pardon? Sur 4 à 5 tailles? Sur 4 à 5 tailles, oui. Le même pantalon? Le même pantalon. Notre première taille se porte du 3 au 18 mois. Donc 3-18 mois, ça couvre 5 tailles. Alors, et après, on fait plus grand. Les importateurs de saloperies chinoises vont faire la gueule quand ils vont voir qu'on peut garder un pantalon français pendant 5 tailles de suite. Comment vous faites cette technologie française? Alors en fait, tout réside dans la forme du pantalon et les revers qu'il y a au niveau de la taille et des chevilles. On replie, on déplie. C'est du bon sens, c'est assez logique. Un mode, c'est formidable. Ah, c'est génial. J'ai pas d'enfant moi, donc ça ne me concerne pas encore. Est-ce que vous imaginez? Alors si je dis à ma femme, ma chérie, c'est pas un problème. Natacha, tu prends un vêtement, tu le gardes toute ta vie. Je crois qu'elle me fait un malaise. Je crois qu'elle fait une syncope. Qui sont les familles c'est forcément des familles à revenus modestes ou c'est tout simplement parce que ces gens qui sont soucieux d'environnement, de ne pas le gaspiller? Alors oui, il y a un petit peu de tout, mais effectivement, on est plutôt sur déjà le fait que ce soit fabriqué en France. Nous, on est une entreprise artisanale. Les gens viennent dans notre boutique, on a notre atelier sur place, ils nous voient travailler. Donc ça déjà, ça plaît beaucoup. On voit le produit en courte confection. C'est un peu plus cher, je suppose forcément, puisqu'on a une économie. Au final, c'est moins cher. Oui, mais on n'est pas non plus sur du haut de gamme. On a un prix tout à fait raisonnable. Un pantalon coûte 30 €. Alors, entre 30 et 35 selon les modèles. GILATAF, c'est la preuve qu'on peut créer, innover, prendre des risques. On est dans l'intelligence là, mais on est dans la France qui gagne parce qu'on dit ouais, l'artisanat français c'est un peu ringard, c'est vieillot, c'est le truc des grands-parents. Pas du tout, c'est le truc de l'avenir. C'est tout sauf ça et on s'en rend compte au salon ici avec ces 1000 exposants. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des nouveaux concepts et moi j'admire ce concept et je vous félicite. C'est fantastique. Consommer moins mais mieux des produits de qualité, on est en plein dedans là, vraiment dans le local, il y a de l'éducation, voilà. Et on va à l'encontre de ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui avec des produits qui rentrent en France sans normes sociales, environnementales et sanitaires. Est-ce qu'il serait souhaitable, on va monter un petit peu le débat, est-ce qu'il serait souhaitable qu'au sein de l'éducation nationale, dans l'enseignement scolaire, on commence à apprendre aux jeunes consommateurs de demain, aux élèves,
comment consommer intelligemment, comment respecter l'environnement, l'économie française. Est-ce que ça fait du bien à mon pays, aux paysans, aux artisans qui travaillent pour moi? Alors merci Perico, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Culturellement, il faut qu'on revienne un peu à la base et faire comprendre effectivement aux consommateurs qu'il faut avoir la consommation. Vous savez, ma grand-mère disait tout le temps, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Et c'est un vrai sujet, hein. Aujourd'hui, le jetable, vous savez, moi j'ai une formule, achète chinois, achète 3 fois. Elle habitait où, votre grand-mère? À Belleville. À Belleville. Voilà, elle habitait à Belleville. Et je trouve ça absolument important de faire cette pédagogie et cette éducation, effectivement, cette société de surconsommation, flatter les bas instincts de la surconsommation aujourd'hui. Il faut battre en brèche tout ça. J'ai fait un débat avec des influenceurs là justement pour combattre ça. Et je pense que voilà, il faut faire beaucoup de pédagogie en montrant qu'il y a des beaux produits, il y a des belles histoires, et puis qu'on se sent mieux quand on achète avec un vrai sens derrière. Vous vous rendez compte que grâce à des gens comme vous, la formule « c'était mieux avant », qui est une réalité, va pouvoir être remplacée par « c'était mieux après ». Parce qu'on a fait des choses qu'on ne faisait pas, et tout en préservant des traditions et l'intérêt économique des Français, on a créé des choses intelligentes qui ont créé des emplois et des richesses, et qui nous rendent heureux de consommer français. Absolument, mais c'est pour ça que c'est essentiel, et Perico, ce que vous faites déjà avec l'alimentation est absolument fantastique. Bien sûr. Mais on se rend compte que tout ça, en fait, il y a une convergence. Par provocation, je parle de convergence des luttes, mais tout ça c'est vrai en fait. Il faut qu'on soit tous ensemble pour casser ce modèle et pour revenir à de la souveraineté, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit productive. Et puis encore une fois, le débat vraiment de la culture a beaucoup d'importance. C'est pour ça que l'éducation a de l'importance. Alors le thème de notre radio, c'est Parlons vrai. Gilles Attaf et Annabelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette initiative qu'on a aujourd'hui, c'est pas la grande majorité de l'économie française. C'est même une minorité croissante, avec de l'énergie. Par rapport au début du salon du Made in France, Arnaud Montebourg le disait, c'est pas qu'on y croyait à peine, on savait qu'on était au pied de la montagne. Aujourd'hui, c'est une consécration. Est-ce que pour autant, il reste beaucoup de boulot pour que la dynamique devienne nationale? Alors il reste beaucoup de travail, mais on part de tellement loin qu'on a fait quand même déjà un bon bout de chemin. Il y a une vraie prise de conscience. Déjà, on n'est plus dans le déni. On a été dans le déni pendant des années de la désindustrialisation. Il a fallu qu'on ait le Covid pour se rendre compte qu'on ne savait plus produire sur le territoire français. On est descendu maintenant à un niveau de production en dessous de 10% du PIB dans l'industrie. Mais donc ça va dans le bon sens parce qu'on n'est plus dans le déni. Et quand on n'est plus dans le déni, on peut commencer à reconstruire. Et les consommateurs commencent à comprendre qu'il y a aussi le sujet de l'écologie. Et quand vous achetez local, quand vous produisez en local, vous êtes plus vertueux que lorsque vous produisez au bout du monde. Le message passe. On conclut cette émission, c'est 2 heures de passion et de bonheur. Merci à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Emmanuel Poyen, vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, et coiffeur de métier. C'est aussi un trésor, et coiffeur de métier. Bon, ce salon est un triomphe. C'est un super bilan de la journée. Bilan positif pour le village de l'artisanat, avec beaucoup de monde, j'espère encore demain et dimanche. Le retour qu'on a des artisans, c'est positif. Et même ceux qui ne vendent pas sur le salon prennent des contacts pour le futur. On sent une clameur qui monte de tout le pays pour dire continuez, battez-vous. C'est ça. Et je rappelle la formule du roi Louis-Philippe sur le fronton du château de Versailles. À toutes les gloires de la France, et Sud Radio sera toujours à vos côtés pour que la France soit plus glorieuse, plus victorieuse. Et vous savez pourquoi on est heureux aujourd'hui d'être ici avec vous? Mais parce qu'on le mérite, tout simplement. Merci à tous, à bientôt. Merci à Sud Radio.